Alors vous le savez, la planification joue bien évidemment un rôle central dans le déploiement des énergies renouvelables. À ce titre, plusieurs travaux ont été engagés, notamment l'identification des zones d'accélération par les collectivités ou encore pour l'éolien en mer, le débat public, la mer en débat. Nous allons en parler dans quelques instants, puisque nous allons parler avec Adeline Adam et Pierre Pesson, que je vais vous présenter dans un instant, de l'éolien en mer avec une interview ou en tout cas une séquence regard croisés. Je vous propose donc d'accueillir et d'applaudir Adeline Adam, chargée de projet au pôle expertise de Surfrider Foundation Europe, ainsi que Pierre Pesson, président de la commission éolien en mer au sein du CER. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Vous allez pouvoir vous installer et prendre chacun un micro. Merci d'avoir accepté déjà de vous prêter au jeu de l'interview croisée. Le principe, c'est que je vais plus ou moins vous poser les mêmes questions. Et l'idée, c'est de confronter vos points de vue, vos avis et impressions. Alors, première question pour vous, Adeline Adam. Surfrider Foundation a vraiment joué un rôle très actif dans le débat, la mer en débat, justement. J'ai d'abord envie de vous demander pourquoi vous avez souhaité y contribuer, mais également comment est-ce que vous avez souhaité associer les bénévoles de l'association. Oui, merci. C'est bon, oui, oui. Merci pour l'invitation aussi à participer à cette séquence Regard croisé. Donc en effet, à Surfrider, on a souhaité s'investir assez fortement dans la mer en débat. Ce débat unique et premier du genre sur mettre en discussion au sein du grand public et à l'échelle nationale des sujets liés à l'océan de manière globale. Donc pas juste sur l'éolien en mer, mais vraiment sur toutes les activités maritimes pour avoir une vision de l'océan à long terme. Ça nous a vraiment parlé. On est aussi très engagés dans les questions du dialogue. Pour nous, c'est important, c'est la clé pour arriver à des solutions sociétales de la transition écologique. Donc en ce sens, on s'est impliqué en tant que siège, bien sûr, comme élément moteur pour aller chercher les informations, analyser, proposer des pistes de réflexion. Et on a aussi engagé nos bénévoles, encouragé nos bénévoles à participer. Donc, nous, une des forces de Surfrider, c'est aussi d'être présent sur le terrain, et notre réseau de bénévoles, il est très important pour nous. Souvent, ces enjeux de planification spatiale maritime, même d'éolien en mer, d'activités offshore, c'est pas la porte d'entrée de nos bénévoles, donc on a vraiment fait un effort pour leur souligner l'importance d'avoir cette vision globale de l'océan, de leur montrer que tout est lié. Que quand on parle de pollution, qualité de l'eau, déchets ou autre, on parle aussi de l'océan et de planification, et que ça a cette place dans les débats. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a impliqué nos bénévoles, on les a encouragés à participer aussi en local. Nous, au siège à Biarritz, on ne peut pas être partout en France non plus. Voilà. Et alors collectivement, qu'est-ce que vous avez, quel regard est-ce que vous portez sur les décisions qui ont été prises ? Donc les décisions sont assez intéressantes. Comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on avait un débat de ce genre et de cette ampleur. L'accent a été beaucoup mis sur l'éolien en mer et les zones de protection forte. Il n'y avait pas que ça, bien sûr. Du côté de l'éolien en mer, ça a permis d'avoir une planification et d'avoir une vision à long terme. C'est vraiment la première fois qu'on a ça en France. Jusqu'à présent, on avait une vision parc par parc, globalement par façade, quelques objectifs, mais les parcs sortaient un petit peu les uns après les autres. Et après de 10 ans de débat public sur les parcs éoliens, on avait besoin de cette vision plus long terme, savoir vers quoi on se dirige, comment vont évoluer les façades, comment vont évoluer le paysage. On l'a dit, ça a déjà été évoqué. Le développement des énergies renouvelables va changer les paysages, y compris marins. Et on a besoin de se projeter dans tout ça. Donc, en ce sens, le résultat est très intéressant. Sur la planification de l'éolien en mer, il y a 2 échelles de temps, une plutôt court terme pour avoir des parcs en fonctionnement à l'horizon 2040. Sur cette partie-là, on constate que sur les façades Atlantique, Manche et mer du Nord, les parcs sont en dehors des aires marines protégées. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très satisfaisant d'un point de vue de l'évitement des impacts. En Méditerranée, les parcs sont en aire marine protégée, forcément, puisque toute la zone en Méditerranée propice au développement de l'éolien en mer est aire marine protégée.
Là-dessus, nous, on émet une critique et des points de vigilance depuis le début des débats, de toute façon, sur l'éolien en mer en Méditerranée. C'est qu'il y a des parcs pilotes qui ont été développés, sur lesquels on n'a pas encore les retours d'expérience d'un point de vue environnemental. Il y a donc cette grande aire marine protégée, notamment pour le grand dauphin, où la question de la compatibilité avec l'éolien flottant n'a pas clairement été mise sur la table. Et donc, il y a des études aussi en cours sur la migration des oiseaux en Méditerranée. On attend un petit peu les retours d'expérience de toutes ces études-là. On aurait aimé attendre ces retours-là pour pouvoir se projeter plus loin, notamment en termes d'objectifs en Méditerranée. Donc ça, c'est un peu le regret. L'idée, c'est d'en reparler un peu plus tard lorsque l'observation des impacts aurait pu être faite, c'est ça ? Se laisser un peu le temps. Je ne parle pas de 10 ans, mais se laisser un petit peu de temps d'avoir ces retours-là qui vont arriver à horizon plutôt court. Et une dernière chose sur les résultats de ce débat public, puisque là, donc, j'ai beaucoup parlé d'éolien, mais là où ça demande quand même une amélioration, et ça a été évoqué très rapidement dans la table ronde juste avant, c'est tout de même l'articulation entre l'éolien en mer et les autres usages. Donc la question a été abordée, mais elle n'est pas suffisamment approfondie et pas suffisamment traitée. L'éolien en mer vient quand même se rajouter parmi d'autres activités et ça demande à être un petit peu approfondi. Donc on y reviendra sur les questions des impacts cumulés et autres. Évidemment. Pierre Pesson, côté filière, comment est-ce que vous avez participé à ce débat, la mer en débat ? Et puis surtout, quelle vision est-ce que vous avez des zones d'accélération qui ont été retenues ? Bonjour à tous. J'aurais pas mal de choses à répondre. On a beaucoup participé, on s'est beaucoup saisi du sujet depuis très longtemps et ça fait plusieurs années, je pense quasiment une décennie, qu'on indique qu'on veut absolument cette planification long terme qui est nécessaire pour la filière, qui est nécessaire pour l'ensemble des acteurs, qui ont discuté avec les associations environnementales, les pêcheurs. Tous vous disent on a besoin d'avoir une vision long terme et de sortir du cas par cas qui dominait jusqu'à présent ou avant le lancement d'un appel d'offres, il y avait une concertation qui était conduite, ce qui a amené parfois à des situations complètement ubuesques, d'avoir des concertations successives faites tous les 6 mois sur les mêmes façades et qui rendaient, je pense, qui rendaient les acteurs du monde maritime, qui les mettaient un peu sous tension parce qu'il y avait un manque de visibilité. Donc ce manque de visibilité a été affirmé. Quand on regarde dans le rétroviseur 12 mois après, on est, je pense, tous très contents du résultat, très contents du fait d'avoir eu 4 débats de manière simultanée. Ce n'était pas du tout acquis qu'on ait ces 4 débats sur les 4 façades maritimes faites en même temps. Il y avait des scénarios qui disaient on va d'abord faire un petit test sur une façade et puis on verra après comment ça se passe. Et je pense que c'était bien d'avoir pris le parti de se dire on va faire les débats en même temps et on va donner cette direction. Ce qui a changé, c'est qu'on a eu désormais aussi un objectif long terme. Planifier, mais pourquoi faire ? Si vous ne fixez pas l'objectif de capacité que vous voulez atteindre, et si vous avez une vraie politique énergétique et derrière une politique industrielle, c'est compliqué de planifier. Donc derrière, le nombre de kilomètres carrés, c'est simplement la transcription d'un objectif en termes de gigawatts qui doit correspondre à X% de la consommation future qui proviendra des différentes filières. Et donc ces 45 gigawatts a beaucoup aidé, évidemment. Et donc ça a été le socle de déclenchement d'avoir cette vision à développement à court terme. Je pense qu'il y a 2 pas de temps intéressants dans 10 ans. Alors dans 10 ans, dans l'éolien en mer, ça veut dire c'est des parcs à 2040. En 2040, on aura le temps de se reparler d'ici là. Plein de choses qui vont évoluer. Et puis les parcs qui vont être installés entre 2040 et 2050. Et donc c'est évident que quand les appels d'offres vont être lancés assez rapidement, je pense au gros appel d'offres là, qui doit être lancé dans les prochains mois avec des attributions avant la fin de l'année 2026, c'est des parcs qui ne sont pas mis en service avant 2035. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a évidemment de fait un dialogue continu. Et moi j'entends beaucoup, en fait, il faut attendre les retours d'expérience. Mais en fait, on les aura, les retours d'expérience, puisque les projets qui vont être attribués, les prochains projets ne vont pas rentrer en service avant 10 ans derrière. Donc on va pouvoir intégrer un certain nombre de retours d'expérience de nos projets français et des projets étrangers. On n'est pas dans une filière où l'éolien en mer, c'est la France. L'éolien en mer, c'est partout en Europe, et donc il y a beaucoup de retours d'expérience. Et donc dernier point, quand on a contribué au niveau de la filière, on a tenu compte en fait des différentes expressions qu'on avait, et on a volontairement travaillé sur des scénarios un peu clivants. Qui étaient, nous on veut une énergie compétitive, donc on va faire plutôt plus de posées, parce que ça coûtera moins cher que le flottant, et plutôt plus proche des côtes. Et puis il y a un scénario où on a dit attention, il y a des contraintes, il y a des zones réglementées pour l'environnement,
Ce ne veut pas dire que c'est interdit. C'est réglementé pour l'environnement. J'ai plein de cas de figure où on voit qu'il y a des choses qui sont possibles à l'intérieur de ces parcs-là. Et donc, essayons de travailler sur un scénario où finalement tous les parcs seraient en dehors. Mais effectivement, ça tue la Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on dit au port de Marseille-Fos qui investit des centaines de millions d'euros pour développer une filière industrielle? C'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a un autre sujet qui est de dire finalement, les éoliennes, elles sont belles, mais la transition énergétique, on ne veut pas la voir. Ce qui, à mon avis, est un mauvais pari, parce que quand on est en mer, à un moment donné, on la voit. Et donc, on les met très loin des côtes. Et donc là, ça venait aussi avec pour conséquence des déséquilibres dans les façades. Et je pense que l'importance dans notre filière, c'est d'avoir un équilibre technologique, un équilibre par façade et un principe de réalité qui est un temps long de développement. Et donc, on ne va pas régler, c'est-à-dire on ne va pas se dire on a fini notre discussion au stade de la planification, terminé, rendez-vous dans 10 ans. C'est que le début de l'histoire. Mais alors justement, c'est que le début de l'histoire, vous le dites, mais désormais, comment est-ce que la filière, entre guillemets, surveille ou s'assure que les zones d'évitement ou les zones sensibles sont respectées? Le choix de la zone, ça fait bientôt 17 ans que je suis dans cette filière-là. Les retours que moi je fais de tous les développements territoriaux, c'est que le choix de la zone, il compte pour 70-80% de l'acceptabilité. Voilà, donc si vous vous trompez sur votre choix de zone, vous avez beau faire les efforts que vous voulez, c'est des projets qui sont plus compliqués à sortir qu'ailleurs. Donc il y a le temps de la concertation pour trouver les bons espaces. Et puis il n'y a pas non plus que les acteurs de l'environnement, il y a d'autres acteurs, les pêcheurs professionnels, il y a s'assurer aussi que des projets vont être techniquement réalisables, parce qu'on peut se retrouver dans des zones qui sont en apparence intéressantes, parce qu'elles minimisent les impacts, mais qui finalement emmènent des projets qui sont soit infaisables, soit extrêmement chers. Donc il y a toujours l'histoire de compromis. Je pense qu'il y a, au stade de la planification, il y a beaucoup d'évitement. Dans le principe, c'est beaucoup d'évitement, un peu de réduction et très peu de compensation, voire pas du tout. Et puis on peut travailler sur de l'accompagnement. Je pense que c'est à peu près ce qui a été mis en place, mais ce qui manque aussi, c'est les études environnementales, c'est-à-dire se prononcer sur un certain nombre de secteurs sans études environnementales. Je pense que l'éolien en mer contribue pour beaucoup à la connaissance du milieu marin. Et donc c'est aussi autour de ces projets-là qu'on va acquérir de la donnée et qu'on va pouvoir faire avancer un certain nombre de sujets. Et dernier point que moi j'entends souvent, c'est qu'on confond enjeu et impact. Voilà. On peut avoir, je pense, c'est deux choses très différentes. Les enjeux d'un côté, les impacts de l'autre. Les impacts sont la résultante du choix de conception d'un projet et c'est compliqué en fait. On peut pas mélanger les deux. Donc on peut éviter des zones à enjeux forts, mais on peut se retrouver avec des zones à enjeux forts et puis des impacts faibles parce qu'il y a eu des choix technologiques qui ont été mis en œuvre ou des périodes d'installation qui ont été évitées. Si je pense aux mammifères marins, vous pouvez très bien mettre en place au stade de la construction, parce qu'on a des émissions sonores, tout dépend des types de technologies que vous mettez en place, mais sur les émissions sonores, vous pouvez mettre en place différentes techniques qui permettent d'éviter ça, voire même adapter votre schéma industriel à des périodes qui seront peut-être plus sensibles et pouvoir décaler certaines activités. Voilà. Alors vous avez utilisé le mot compromis. J'ai envie de vous faire réagir, Adeline Adam, sur ce volet du compromis. Comment est-ce que vous voyez les choses ? C'est en effet la question centrale. Ce qu'il faut bien comprendre sur le milieu marin, c'est que le bon état écologique aujourd'hui n'est pas atteint. Ça, c'était vraiment bien mis en exergue aussi dans le débat public. Donc on est dans un milieu qui va déjà mal, avec des activités qui ont provoqué tout ça, des activités maritimes, mais aussi des activités terrestres, puisque nombre de pollutions du milieu marin sont issus du milieu terrestre. Donc il faut déjà se poser la question de comment, avec les activités existantes, on arrive à rendre ce bon état écologique, donc comment on remet en question nos activités préexistantes pour permettre à l'éolien marin de venir s'implanter. On en a besoin, on le sait, on l'a redit aussi dans cette table ronde, on a besoin de ce nouvel usage-là. Il vient avec un certain nombre d'impacts, peut-être moindres que d'autres activités, mais il a ces impacts. Il ne faut pas les minimiser et il ne faut pas les ajouter à des activités qui en provoquent déjà. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans la planification de base, donc pas juste de l'éolien en mer, mais de toutes les activités maritimes, de diminuer ces impacts préexistants. Ça, c'est vraiment la base. Et ensuite, pour l'éolien marin en tant que tel, bien sûr, il y aura des compromis à faire.
Ça rejoint des choses qui ont là aussi déjà été évoquées sur comment on décide dans le doute, parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Bien sûr, il reste et avant d'avoir toutes les études environnementales qui nous permettraient de dire go, no go, c'est pas possible. Donc ça, il faut arriver à décider dans le doute, dans l'incertitude, et prendre des décisions qui puissent, autant que possible, être adaptables au progrès de la connaissance qu'on va continuer à acquérir. Et bien sûr, le compromis se base aussi sur le dialogue. Donc ça, c'est la clé, on l'a déjà évoqué. Il faut confronter les points de vue, les visions, les connaissances. Le secteur, la filière a ses connaissances, les scientifiques ont leurs connaissances, les usagers ont leurs connaissances. Il faut absolument mettre en dialogue tous ces acteurs-là. C'est la clé. Alors vous parlez de dialogue, justement, on est aujourd'hui sur un espace de dialogue, d'échange. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce forum, par exemple ? Alors déjà, c'est très bien qu'on arrive à croiser les enjeux climat et biodiversité, même si on en parle de plus en plus, je pense tous dans nos sphères. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment considéré ou automatique. Et c'est important de mettre des actions et des faits derrière. C'est une chose d'en parler, c'est une autre d'agir. Donc j'espère que lors de ce forum, on va pouvoir croiser les regards, justement, sur ces différentes typologies d'acteurs, scientifiques, associations, organismes d'État, le ministère, la filière, et sortir de cette pensée en silo, de ces couloirs de nage, où on reste dans un entre-soi qui ne fait pas avancer. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir mettre le doigt aussi sur ce qui coince, arriver à partager des expériences, des bonnes pratiques, des pratiques qui ne marchent pas, pour faire avancer et toujours mieux prendre en compte la biodiversité. Sur le milieu marin, ce n'est pas exactement la même chose que le milieu terrestre. Ce ne sont pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes connaissances. Les histoires de foncier en milieu marin, on ne les a pas. En tout cas, ça ne se pose pas de la même façon. Ce ne sont pas les mêmes décideurs derrière. L'État a un rôle vraiment prépondérant dans tout ce qui est milieu marin. Donc les questions ne se posent pas exactement pareil, mais néanmoins, il y a des bonnes pratiques à avoir, notamment en termes de dialogue, encore une fois, qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors Pierre Pesson, entre guillemets, même question mais inversée, comment est-ce que vous l'envisagez, ce dialogue, notamment avec les ONG au long cours ? Je pense qu'on dialogue beaucoup sur ce choix des zones, peut-être chose que je n'ai pas mentionné, parce que c'est parfois compliqué de se dire qu'est-ce que représente 45 gigawatts dans l'espace maritime. C'est 2%. Donc c'était la difficulté du débat, en fait. Vu qu'on a un large espace maritime, je parle évidemment que de l'espace maritime métropolitain. C'est trouver finalement ces 2% d'espaces qui sont en plus pas gelés, puisqu'on peut avoir un certain nombre d'activités qui peuvent continuer à l'intérieur des parcs. C'est beaucoup plus simple finalement quand vous avez moins d'espace. Finalement, c'est un choix de se dire on fait les parcs ici ou on ne les fait pas du tout. Juste pour comparaison avec nos amis néerlandais et allemands qui ont des objectifs de l'ordre de 2 fois plus importants et des espaces de à peu près 5 fois plus petits. On a une densité énergétique en France dans l'éolien en mer qui va être un rapport de 1 à 10. Donc voilà, simplement pour remettre un petit peu les choses en perspective. Après, les dialogues ont été engagés. Je pense qu'il y a beaucoup de dialogues. On a fait un livret sur les effets de l'éolien en mer avec France Énergie Marine. Au sein du CER, il y a beaucoup d'adhérents qui ont des retours d'expérience aussi. Donc je pense qu'il y a une nécessité d'avoir des retours d'expérience de parcs à l'étranger. Il ne faut pas regarder uniquement les projets français et les parcs à l'étranger. Les mesures qui peuvent être mises en place avec beaucoup d'innovations qui sont faites, un certain nombre d'acteurs, dont celui que je représente aussi, d'autres casquettes lancent des concours d'innovation pour un certain nombre de sujets sur l'amélioration de la biodiversité dans les parcs ou la conciliation avec la pêche professionnelle. Et il y a beaucoup d'initiatives en fait, qui sont mises en place et je pense qu'il faut les soutenir. Et puis en termes de dialogue, je disais tout à l'heure, on est au début de l'histoire, on est au tout début des projets. Les études environnementales ne sont pas finalisées, elles vont être faites. Il y a une discussion à avoir sur les protocoles, une discussion à avoir avec l'État, avec les opérateurs. Tout ça est prévu. On va regarder les cahiers des charges qui sont publics sur les appels d'offres qui sont les plus avancés. Vous avez des instances de concertation et de suivi. Il y a beaucoup d'impératifs. C'est écrit très clairement la nécessité de préserver le milieu marin, mettre en place les mesures ERC adaptées et de partager aussi tout ceci. Moi, le retour d'expérience, c'est qu'un bon projet, c'est un projet où déjà il n'y a pas d'a priori pour ou contre. C'est bien d'être dans une posture plutôt d'étudier les choses au cas par cas et d'arriver, de converger vers des solutions qui sont acceptables pour tous. Et je crois que c'est l'esprit de
instances de concertation et de suivi qui sont mises en place par les préfets, où tout à chacun a sa place. Le rôle important aussi au niveau des conseils maritimes de façade pour arriver au stade des instructions administratives sans surprise. Voilà, je pense qu'une bonne instruction, avec une enquête publique derrière, c'est là où finalement il n'y a pas de surprise et les acteurs principaux ont été associés dans un projet finalement qui fait consensus. J'aime bien ce mot, mais je pense que c'est vraiment important de continuer dans ce cadre-là. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Très vite, parce que je vois que le temps file. Oui, très rapidement. Sur les enjeux de dialogue, on trouve à Surfrider qu'aujourd'hui, on est encore trop dans des systèmes où il y a beaucoup d'informations, de passage d'informations. La concertation, c'est pas la même chose que la consultation, c'est pas la même chose que l'information. Et dans les projets d'énergie renouvelable, comme dans d'autres, très souvent, le porteur de projet a encore trop cette posture d'information. Je vais vous expliquer mon projet, comment il est bien, comment j'ai pensé à tout, comment j'ai vraiment compris ce qui se passe. Et donc là, on est vraiment dans une information descendante et pas dans une posture d'écoute. Ça reste vraiment amélioré. La consultation, c'est encore autre chose. On arrive, on dit, OK, c'est moi qui vais prendre la décision, je vous demande votre avis, je le prends en compte, je ne le prends pas en compte, je vais voir. La concertation, c'est vraiment l'étape plus loin. On est dans un dialogue construit. Oui, il y a un décisionnaire à la fin, mais vraiment, on met en place des solutions ensemble, on réfléchit ensemble. C'est ce vers quoi il faut tendre idéalement, et aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait. Dans les instances officielles, ça reste parfois un peu en mode, pas tribunal, mais c'est un peu celui qui parle le plus fort qui reste le plus entendu. C'est moins propice à ces échanges constructifs. Donc, il y a des améliorations très nettes, mais ça reste encore à s'améliorer au fil du temps. En tout cas, merci d'avoir redéfini ou en tout cas requalifié ces sujets de sémantique. Effectivement, c'est très important de l'avoir en tête. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous laisser regagner le public. Merci.